Voilà, on a dépassé la jauge des 80 personnes. Je vous propose de commencer. Les retardateurs nous rejoindront au fil de l'eau. Donc bonjour à toutes et tous. Merci de votre participation à ce temps régional Auvergne-Rhône-Alpes relatif aux violences sexuelles dans le sport. Donc je suis Timothée Baumier, conseiller d'animation sportive à la DRAGES. La DRAGES étant la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et je serai l'animateur de ce webinaire. Alors, je précise que ce format webinaire n'offre pas la possibilité pour vous, participants, d'intervenir directement par une prise de parole, mais le chat est ouvert et nous vous invitons à écrire vos éventuelles questions par ce biais. On n'aura peut-être pas la possibilité de toutes les sélectionner, mais vous aurez, suite au webinaire, en plus du support de présentation qui sera projeté aujourd'hui, la possibilité d'avoir accès à un document, une sorte de foire aux questions dans lequel on répondra à toutes vos questions. Sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur Bruno Feutrier, délégué régional académique adjoint, pour quelques propos introductifs. Merci Timothée, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà de votre participation et de votre présence, d'avoir répondu à cette invitation d'Olivier Dugrip, qui est le recteur de Région Académique, puisque je rappelle depuis le 1er janvier 2021, les services jeunesse, engagement, sport en région et en département ont été transférés à l'Éducation nationale. Je voulais aussi vous dire que le programme de cette manifestation régionale prévoyait une ouverture par Isabelle Delaunay, qui est déléguée régionale académique. Et en fait, je la représente aujourd'hui parce que tout simplement, Isabelle Delaunay a été nommée en milieu de semaine à d'autres fonctions. Donc, elle est devenue inspectrice générale de l'éducation, des sports et de la recherche. Et elle a pris ses nouvelles fonctions dès aujourd'hui. Voilà. Donc, comme l'a dit Timothée, aujourd'hui, on se situe dans le cadre du 3e temps de la Convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport, avec une manifestation, on va dire, régionale, donc pour les acteurs du sport en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi, je voulais vous dire quelques mots en introduction et je démarrais par des mots qui sont assez forts, qui sont ceux de l'enquête Disclose, une enquête qui a été conduite par des journalistes d'investigation indépendants. Ces mots sont ceux-ci: des rêves de podium brisés, de jeunes athlètes murés dans le silence sous l'emprise d'un entraîneur, des enfants ou adolescents traumatisés, n'osant plus courir, nager ou combattre, des centaines de victimes démunies face à l'omerta, au déni et à l'ignorance de la grande famille du sport. Voilà, cette enquête a été réalisée en 2019 au travers de plus de 77 cas, 28 sports concernés et 276 victimes. En 2020, le livre Un si long silence de Sarah Abitbol a brisé également cette omerta, et ces révélations ont permis de libérer la parole des victimes et ont donné du sens et ont permis aussi de renforcer une politique ministérielle et interministérielle volontariste pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport. Elles ont permis aussi que, aujourd'hui, les victimes, souvent mineures au moment des faits, aient le courage de parler. Aucun sport n'est à l'abri. Les chiffres que j'ai cités sur la base de l'enquête Disclose sont extrêmement importants, sont même sidérants, mais je sais qu'ils n'étonnent pas les spécialistes du recueil de la parole. L'association Colosse au pied d'argile, qui a été fondée par Sébastien Bouey, a reçu ainsi près de 1000 témoignages d'agressions sexuelles ou de viols dans le sport depuis sa création en 2013. Je précise d'ailleurs que l'association Colosse au pied d'argile est présente avec nous cet après-midi, puisque son référent régional, Anthony Savoie, interviendra dans quelques instants. On peut citer aussi le comité indépendant éthique et sport, qui dénombre pas moins de 180 affaires traitées depuis la création de sa ligne téléphonique de prise en charge, voilà 3 ans. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ce sont les propos de la ministre des Sports, Roxana Maracinou, en janvier 2020. Et pour faire face à cette réalité, la Convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport
s'est tenue pour la première fois au Comité national olympique et sportif français le 21 février 2020 et elle a marqué le point de départ de nouvelles actions du ministère des Sports. Un deuxième temps de cette convention nationale s'est tenu en juillet 2020. Il a permis de faire un point d'étape et on a constaté là que dès après quelques mois, les signalements avaient déjà augmenté beaucoup plus qu'en plusieurs années auparavant. Le troisième temps d'aujourd'hui se situe dans la continuité de ces étapes intermédiaires d'une stratégie nationale qui a conduit à la mise en place d'une organisation spécifique et d'axes de travail pour le ministère des Sports. Je vais vous rappeler rapidement cette organisation qui a été mise en place, tant sur le plan administratif que juridique. Le ministère s'est en effet organisé pour mieux agir face à ces signalements de plus en plus nombreux et également pour favoriser les actions de prévention. Donc cela s'est concrétisé par la désignation d'une déléguée ministérielle chargée de la lutte contre les violences dans le sport, qui est Madame Fabienne Bourdet, par la création d'un bureau éthique sportive et protection des publics au sein de la direction des sports, dont le chef de bureau est Monsieur Michel Lafont, par la création au sein de ce bureau de la cellule Signal Sport, par la constitution et l'animation d'un réseau de correspondants au sein de l'ensemble des fédérations sportives, et par l'accompagnement et l'animation du réseau des services départementaux et des délégations régionales académiques, jeunesse, engagement et sport. En ce qui concerne les axes de travail, la feuille de route du ministère prévoit le renforcement du circuit de signalement, le contrôle de l'honorabilité des bénévoles, qui est une mesure importante que plusieurs fédérations vont expérimenter au travers d'une vérification via un système d'information spécifique et qui sera généralisé à la rentrée prochaine. Dans les axes de travail figure également la stratégie nationale de prévention, une offre de formation qui est adaptée et l'évolution, bien sûr, du cadre législatif. Donc, les délégations régionales académiques, jeunesse, engagement, sport et les services départementaux sont associés à cette stratégie, d'une part parce qu'ils conduisent des enquêtes administratives qui relèvent de la compétence des préfets de département, et d'autre part pour les actions de prévention et de formation qui sont à déployer sur leur territoire. Voilà, le webinaire d'aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes se propose tout simplement de continuer ce travail de sensibilisation et d'information auprès des acteurs du sport, car je crois que chacun l'a bien compris, les violences sexuelles dans le sport supposent une vigilance de toutes et tous. Voilà, je souhaitais juste vous dire ces quelques mots introductifs et je vous souhaite de très bons travaux. Merci Bruno. Nous avons atteint une jauge supérieure à 100 personnes. Donc, merci pour ces quelques mots de contexte qui nous permettent de planter un peu le décor de cette manifestation. Pour répondre une dernière fois à cette question, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, effectivement, les participants n'ont pas la possibilité de prendre la parole. On est sur un nombre élevé de participants, mais n'hésitez pas à faire part de vos questions sur le chat et nous essaierons d'y répondre du mieux possible. Et de toute façon, un document vous sera envoyé avec toutes les réponses à vos questions. Donc, ce sera diffusé après ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais partager donc, ce diaporama qui va me permettre de vous présenter le déroulé du webinaire qui s'articulera autour de 3 parties. Une partie informative sur les violences sexuelles pendant laquelle nous nous attacherons à définir ce que sont les violences sexuelles et nous vous apporterons quelques chiffres par rapport à cette problématique dans notre région. Une partie relative aux actions concrètes menées pour lutter contre ces violences avec les interventions, et on les en remercie, du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de Haute-Savoie, de ma collègue Isabelle Gironnet pour les actions de la Dragesse et de l'association Colosse au pied d'argile, association très active sur cette thématique et notamment sur son antenne Auvergne-Rhône-Alpes. La troisième partie sera réservée à des conseils, à des points de vigilance qu'il nous semblait important d'aborder avec notamment des contacts et des outils mis à disposition pour vous aider, quelle que soit, j'allais dire, votre situation, que ce soit dirigeant, entraîneur, parents, jeunes sportifs, etc.
Donc, au niveau des définitions, de quoi parle-t-on quand on parle de violence sexuelle? On peut parler de voyeurisme, c'est des termes donc, qui regroupent plusieurs types de faits. Le voyeurisme, ça consiste à user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d'une personne, à savoir son sexe, ses fesses, sa poitrine par exemple, à l'insu de la personne et sans son consentement. L'exhibition sexuelle, elle peut se définir comme le fait d'imposer à la vue d'autrui un comportement à caractère sexuel comme la masturbation ou l'exhibition de ses propres parties intimes, etc. Le harcèlement, lui, fait l'objet d'une double définition. Ce peut être le fait d'imposer de manière régulière, donc répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à la dignité d'une personne, ou le fait d'exercer, même de façon ponctuelle, donc pas forcément répétée, toute pression grave dont le but réel et apparent est d'obtenir un acte de nature sexuelle. L'atteinte sexuelle, cette fois, c'est un comportement que je qualifierais d'ambigu puisqu'il s'agit d'exercer sans violence particulière, sans contrainte, ni menace, ni surprise, une atteinte sexuelle sans pénétration, donc ce peut être une caresse, un massage, sur un mineur de moins de 15 ans. Alors donc, même dans le cas d'actes qui semblent, alors je dis bien qui semblent consentis, ce type de comportement sur un enfant de moins de 15 ans est répréhensible et constitue une atteinte sexuelle. Ce terme peut également être retenu pour des mineurs de plus de 15 ans s'il est exercé par un ascendant de la victime ou quelqu'un qui a une autorité de droit, de fait ou de fonction sur elle. L'agression sexuelle, pour le coup, là, intègre clairement la notion de contrainte, de menace ou de surprise. Elle recouvre des actes sans pénétration, comme des baisers ou des mains baladeuses sur les parties intimes d'une personne, par exemple. Le viol, plus connu malheureusement, se caractérise par une pénétration sexuelle, vaginale, anale, buccale, par le sexe, le doigt ou par tout objet. Il intègre évidemment lui aussi cette notion de contrainte, bien que il est important de préciser que le consentement de mineurs de moins de 15 ans ne soit plus interrogé désormais. Un mineur de moins de 15 ans ne peut être considéré comme consentant. Alors les choses ne sont pas toujours simples. Un viol peut par exemple être avéré entre deux personnes majeures vivant en couple par l'action d'un partenaire sur un autre à partir du moment où cette notion importante de contrainte, de surprise est retenue. Rapidement, d'autres formes de violence sexuelle qualifiées de cyberviolence viennent compléter ce tableau malheureusement déjà bien fourni. Le grooming, qui consiste pour un adulte à rentrer en contact avec un mineur sur Internet à des fins sexuelles. Le revenge porn, désolé pour ma prononciation anglaise, ou revanche pornographique, qui consiste à diffuser des photos ou des vidéos intimes d'une personne, souvent à des fins de vengeance suite à une rupture ou utilisée comme une arme de chantage, par exemple. Et enfin, le sexting, qui renvoie à la détention et à la diffusion de photos nues ou pédopornographiques. Donc, ces actes font bien entendu l'objet de sanctions prévues par la loi, plus ou moins lourdes en fonction de la nature des actes, de leur degré de gravité et des circonstances aggravantes susceptibles d'alourdir la sanction. La plupart des situations présentées sur la slide sont des délits. Une agression sexuelle, par exemple, est un délit pouvant conduire à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, jusqu'à 7 ans et 100 000 € si le coupable abuse d'une position dominante que lui confèrent ses fonctions, et va même jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € si la victime a moins de 15 ans pendant les faits. Le viol, lui, a la particularité d'être reconnu comme un crime, qui peut donc être sanctionné d'une peine plus lourde de 15 ans d'emprisonnement, voire 20 ans dans sa forme la plus lourde. Donc, après avoir cerné un peu mieux la notion de violence sexuelle et les conséquences de tels actes, je donne la parole à ma collègue Isabelle Gironnet, qui va se présenter et qui va nous présenter quelques chiffres sur Auvergne-Rhône-Alpes. Isabelle, je te donne la parole.
Oui, bonjour à tous. Euh, alors, quelques chiffres. Madame Bourdet intervenait ce matin dans le cadre du webinaire national et rappelait que c'était près de 445 signalements qui avaient été recensés au niveau national, donnant suite à 421 enquêtes. Eh bien, on représente en région Auvergne-Rhône-Alpes à peu près 10% de ces chiffres, puisqu'on est à 45 signalements sur les 13 derniers mois, donc depuis janvier 2020. Euh, voilà ce que ça donne sur l'ensemble du territoire, en sachant que parmi l'ensemble des enquêtes menées, deux recouvrent plusieurs territoires. Hein, ça peut être aussi le cas, il peut s'avérer qu'un mis en cause eh bien, soit interpellé sur deux territoires différents parce que personnes qui se déplacent. On a 22 disciplines qui sont concernées euh, sur l'ensemble de ces enquêtes et on voit que parmi ces disciplines, 7 représentent plus de 50% des affaires qui sont en cours actuellement. Le foot, l'équitation, le judo, la natation, le handball, les sports de glace et le tennis de table. Alors ces chiffres peuvent varier bien sûr d'une année à l'autre, d'une région à l'autre. Par rapport à ces types de signalements, alors ils peuvent provenir soit directement, alors de façon individuelle, par la victime, par un parent, par un témoin, ou par les associations, ce qui est plus rare sur notre région d'aide aux victimes. On peut aussi avoir des signalements qui viennent des clubs sportifs, alors soit d'éducateurs, soit de dirigeants, hein, c'est aussi le cas, ou de fédérations sportives qui font redescendre en fait des signalements qu'ils ont reçus directement par l'intermédiaire de victimes ou de parents de victimes. Les, euh, les services départementaux, les services de justice reçoivent également directement des signalements, ainsi que les conseillers techniques et sportifs. Voilà, pour l'ensemble. Chez nous, on n'a pas de médias, en fait, ou peut-être un seul cas, effectivement, de signalement par un média. Alors, sur ce schéma, on voit que tous les signalements arrivent vers Signal Sport parce que Signal Sport, c'est en fait le pivot. Mais l'habitude n'est pas encore en marche, en œuvre. On a encore beaucoup de signalements qui transitent par les clubs et surtout par les services départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports. Hein, ce sont surtout eux qui perçoivent ces signalements. Mais tous ces signalements transitent à un moment par Signal Sport. La cellule recense en fait l'ensemble des signalements sur toutes les régions de France. Alors pour quel type de fait? Eh bien, on a 39% d'agressions sexuelles. On a 13% de signalements pour harcèlement, 26% de signalements pour viol, 15% de cyberviolence et 5% de propos sexistes. La répartition ensuite entre le profil des victimes, on a 83% de mineurs euh, pour lesquels on a perçu ces signalements et parmi ces mineurs, 38% ont moins de 15 ans et 16% donc de majeurs. Et pour ce qui concerne le genre, eh bien 75% concernent des jeunes filles et 25% des garçons ou jeunes hommes. Voilà sur l'ensemble des chiffres, le panorama un peu triste qu'on doit afficher sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parfait. Merci Isabelle pour ces informations détaillées et chiffrées sur sur les signalements. Alors justement, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les suites qui sont données à ces signalements et à travers quelles procédures? Alors, pour ce qui concerne les signalements qui arrivent au sein de nos services, hein, on parle de procédure administrative, mais il faut bien penser que cette procédure administrative peut être mise en parallèle avec une procédure judiciaire, il peut y avoir une enquête au pénal, et de la même manière, le signalement
aujourd'hui va être donné à la fédération qui engage pour sa part une procédure judiciaire. Alors, comment ça se passe? Une même affaire donc peut donner lieu à ces trois procédures. C'est pas toujours le cas, hein, parce que selon l'objet du signalement, on n'ira pas forcément vers une enquête au pénal, mais le plus souvent, l'enquête administrative et la procédure disciplinaire se font pas forcément exactement dans le même timing, mais se font en parallèle. Les objectifs de ces trois procédures ne sont pas les mêmes non plus. On a pour la procédure judiciaire, l'objectif c'est de condamner l'agresseur. Alors que pour ce qui concerne la procédure administrative, l'objectif c'est de protéger l'intégrité des personnes, protéger le public. Et pour ce qui concerne la procédure fédérale, procédure disciplinaire, eh bien c'est de protéger ses pratiquants, protéger ses licenciés. Le signalement lors d'une procédure administrative, alors on va peut-être parler plutôt de celle-ci parce que c'est celle que nous gérons dans les services de l'État, eh bien, suite à un signalement, la première des choses, il va y avoir une consultation du fichier FIGES hein, pour voir si la personne incriminée a des antécédents. Et soit il y aura une mesure d'urgence, au regard de ce fichier, soit on met en place une procédure normale. Mais dans tous les cas, il y aura une enquête administrative qui débouchera soit sur une levée d'interdiction, dans le cas où les faits ne sont pas avérés, soit sur une interdiction définitive d'exercer pour la personne incriminée. Pour ce qui concerne la procédure disciplinaire mise en place par les fédérations, alors elles sont déclenchées soit directement au niveau de la fédération, parce que les fédérations ont nommé pour la majorité d'entre elles des référents sur les violences, soit elles sont instruites au niveau des ligues par le biais des commissions disciplinaires. Et elles peuvent donner lieu à une suspension de licence à titre conservatoire dans un premier temps. Ensuite, il y a instruction, et puis au regard de l'instruction, soit il y a une sanction disciplinaire, soit la personne peut être relaxée. Je ne vais peut-être pas rentrer dans la procédure judiciaire qui est plus longue, plus complexe, et qui peut aboutir, selon que c'est un délit, soit sur un passage devant le tribunal correctionnel, et si c'est un crime devant la cour d'assises. Dans tous les cas, il faut savoir qu'un lien doit se faire entre ces différentes procédures pour ne pas nuire en fait au bon déroulement de l'enquête. Dès lors qu'il y a une procédure pénale qui est engagée, très souvent, les enquêtes administratives sont mises en stand-by de telle manière à ce que l'enquête puisse se dérouler d'une manière sans interférence hein, et sans prise de risque pour diffusion d'informations qui ne seraient pas, qui pourraient mettre en péril le déroulement de l'enquête au pénal. Voilà globalement en fait le déroulé de ces trois enquêtes. Merci Isabelle pour cette présentation donc, des différentes procédures. Alors, évoquons maintenant l'action très importante des SDJES, donc les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et au sport, qui sont, comme tu l'as dit Isabelle, un peu en première ligne hein, dans le traitement de ces affaires. Donc, le SDJES de Haute-Savoie nous fait l'honneur de sa présence avec deux de ses représentants, Monsieur Fabien Basset, donc chef du service, et Monsieur Romain Palu, conseiller d'animation sportive. Ils ont accepté de répondre aux questions de Romane Desplanches, stagiaire à la Dragès et actuellement en master deuxième année de droit du sport et à qui je donne la parole. Merci Timothée, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Fabien Basset et Romain Palu donc de la SDJES. Isabelle vient de nous présenter brièvement les trois procédures, dont la procédure administrative.
Alors, nous savons qu'en tant qu'agent des services départementaux, vous avez un rôle qui est prépondérant dans la protection des pratiquants et donc dans la lutte contre les violences sexuelles en milieu sportif. Et comme l'a évoqué Timothée, afin de mieux comprendre votre rôle, je vais vous poser quelques questions. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous parviennent les signalements de violences sexuelles, qui vous contacte et par quel biais? Bien, bonjour à tous. Donc, pour répondre à cette première question, je vais prendre la parole. Fabien Basset, donc chef du service en Haute-Savoie. On répondra, donc, comme vous l'avez dit, à deux voix aux questions que vous allez nous poser. Donc, je vais répondre à la première. Donc, d'où nous parviennent les signalements. Ils peuvent venir de différents biais, de différentes personnes. Donc, dans un premier temps, les signalements venant du public, du grand public, ce qui peut englober les victimes, ce qui peut englober également donc, les parents et les proches de ces victimes ou supposées victimes. J'irai par la suite sur ce que l'on fait concrètement et les enjeux en fonction de la source du signalement, puisque les enjeux au départ ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la source du signalement. Deuxième type de signalement venant du mouvement sportif ou des établissements d'activités physiques et sportives, que sont les clubs, que sont les éducateurs sportifs, etc. Donc, il faut rappeler qu'il y a une obligation de signalement des événements graves qui se déroulent dans des établissements sportifs à destination du préfet de département. Et donc, évidemment, les violences sexuelles font partie des choses qui sont soumises à une obligation de signalement des événements graves. On a tendance à l'oublier, donc je me permets de le rappeler au même titre que l'accident sportif. Les cas de violences sexuelles dans un établissement sportif ou dans un club sont soumis à l'obligation de signalement des événements graves, comme les accidents, on va dire, plus physiques, puisqu'il s'agit bien de protéger la sécurité physique et aussi morale des pratiquants sportifs. Troisième type de signalement, ça peut paraître étonnant, mais les parquets nous font des signalements, évidemment. Pourquoi les parquets font des signalements? Tout simplement parce qu'il y a une obligation depuis 2016 que les parquets et que l'autorité judiciaire fassent un signalement à l'autorité administrative pour certaines professions, certaines activités qui sont exercées par les personnes qui sont mises en cause. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Le Signal Sport, Signal Sport évidemment nous transmet un certain nombre de signalements de violences sexuelles dans le sport. Premier cas, les enjeux du signalement qui viendrait d'une victime ou du grand public. Un signalement venant d'une victime à l'autorité administrative a une importance, bien entendu, puisqu'il va falloir essayer de repérer les faits, d'essayer de bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer. Et surtout, on va se poser la question de savoir si l'autorité judiciaire est saisie. Bien souvent, elle ne l'est pas. Et il est quasiment systématique que nous fassions un article 40, donc c'est un signalement au procureur, des faits qui ont été portés à notre connaissance. On le fait de manière extrêmement rapide dès lors que des faits sont assez précis dans le signalement qui nous est transmis. Pourquoi on le fait rapidement? Tout simplement pour éviter que les victimes perdent une chance de voir leur situation étudiée par l'autorité judiciaire. Donc, il ne faudrait pas leur laisser croire qu'elles ont fait le nécessaire en signalant à l'autorité administrative et qu'elles n'ont plus rien à faire. On les invite aussi à porter plainte et on fait en sorte que ces gens-là soient au courant de leurs droits. Donc, dans ces cas-là, je ne sais pas si vous le savez, mais dès lors qu'on est amené à déposer une plainte, on peut avoir accès à des aides, à des associations d'aide aux victimes. Et donc, c'est plutôt utile que ces gens-là soient informés et que l'autorité judiciaire soit informée assez vite du fait que le préfet a reçu un signalement. L'enquête judiciaire ne démarre pas forcément immédiatement, mais en tout cas, le parquet est informé de ces faits. Le mouvement sportif et les établissements d'activités physiques et sportives, les enjeux sont à peu près les mêmes que pour le cas précédent. On fait assez régulièrement un signalement au parquet. J'ajoute que lorsque la personne qui est mise en cause
est un éducateur sportif, ou même d'ailleurs si ça n'est pas un éducateur sportif, mais un dirigeant par exemple, on fait une vérification puisque nous gérons aussi le suivi des accueils collectifs de mineurs. On vérifie que la personne qui est mise en cause n'a pas, ne figure pas ou n'a pas exercé dans un accueil collectif de mineurs, auquel cas on élargirait le périmètre de l'enquête administrative, puisque, comme vous l'avez vu dans le diaporama, bien souvent les faits de violences sexuelles ont lieu en direction de mineurs. Donc on fait cette double vérification qui nous semble assez naturelle du fait de notre périmètre et du fait de la possibilité d'accéder à toutes ces informations-là, toutes les personnes qui figurent donc dans les listings de séjours de vacances ou d'accueil de mineurs ou de séjours sportifs. Le cas des parquets qui nous feraient des signalements. Donc, je parlais de 2016. Donc, en 2016, il y a eu une modification de la loi suite à des faits qui ont eu lieu pas si loin d'ici, donc à Villefontaine. On l'appelle souvent la loi Villefontaine, et qui a vu, on va dire, une situation assez malheureuse, c'est-à-dire de personnes qui étaient enseignantes en école primaire et qui étaient en parallèle, on va dire, en pleine procédure judiciaire, voire condamnées, enfin en procédure judiciaire pour des faits en direction de mineurs, et donc a été imposée la transmission par les parquets et par le monde judiciaire à l'autorité administrative et ou à l'employeur des mises en cause de personnes qui sont soit animateurs en secteur jeunesse, soit éducateurs sportifs ou même bénévoles sportifs. Donc, il y a une obligation de signalement. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à activer des suites un peu plus agiles que celles que le judiciaire va pouvoir donner, c'est-à-dire mettre en place une mesure de suspension administrative. Et comme nous avons des logiciels qui permettent de partager l'information au plan national, il est assez opportun de mettre en place une suspension d'exercer dès lors qu'une personne fait l'objet d'un signalement par le parquet pour une enquête judiciaire pour des faits de violence sexuelle. Et Signal Sport, donc, il nous arrive assez régulièrement d'avoir depuis quelque temps des signalements par ce biais. On a souvent un peu le mélange des deux premières thématiques. Donc, on a assez souvent pour enjeu soit d'informer le parquet, soit de vérifier que le parquet soit bien informé. Et dans les derniers cas reçus par Signal Sport, il faut reconnaître c'était des cas qu'on avait déjà traités et pour lesquels le parquet était déjà informé. Donc, les suites données immédiates ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Et vous avez vu qu'on a vraiment du cœur à l'ouvrage pour éviter de faire perdre une chance aux victimes, que leur situation soit traitée sur le plan judiciaire et que les enquêtes puissent se dérouler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y a des principes de confidentialité de l'enquête judiciaire qui ne sont pas du tout présents dans la notion d'enquête administrative, puisque la personne qui est mise en cause a accès à l'ensemble des pièces de son dossier en police administrative. Donc, on met du cœur à l'ouvrage pour que le parquet soit informé de manière quasi systématique. J'ai vu une question dans le chat sur la question des fausses comment dire, on va dire des mises en cause un peu relevant de la diffamation. On se pose beaucoup moins la question que nos amis du monde judiciaire, puisque tout simplement la fausse déclaration, elle est, si on signalait des déclarations qui sont fausses, le parquet pourrait aussi étudier la question de la diffamation et la question de la déclaration, d'une information, on va dire, mettant en cause l'honneur de la personne. Donc, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas à enquêter plus que ça sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tout simplement parce qu'on ferait perdre du temps à l'enquête judiciaire. Donc, on va plutôt assez vite avec la réserve que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'y a vraiment rien dans le signalement, on ne transmet pas, on n'informe pas le parquet s'il s'agit de choses vraiment très clairement abusives. Voilà pour la première question. Merci beaucoup Fabien pour ces informations sur les signalements et notamment, donc, on a bien compris le lien étroit avec les autres procédures. Alors donc maintenant, donc, sur la seconde question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ensuite de ces signalements après avoir étudié le lien avec le parquet et comment s'enclenche finalement l'enquête administrative? Très bien, bonjour à tous.
Romain Palu, professeur de sport en Haute-Savoie. Déjà, pour assurer le lien avec ce que vient de dire Fabien concernant les signalements, on va difficilement prendre en considération, sauf si les faits sont vraiment étayés, un signalement qui est anonyme. Nous en avons, le but c'est de ne pas tomber dans les dénonciations trop faciles et donc on évite de considérer avec beaucoup d'importance les dénonciations anonymes. La première des choses à se poser de manière très concrète, c'est la compétence. Pour rappel, les procédures administratives sont cadrées avec l'autorité qui relève du préfet. Donc, il faut avant tout se poser la question, est-ce qu'on est compétent ou non sur le sujet ? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mener l'enquête administrative. D'ailleurs, on l'a déjà fait pour éviter de déplacer les victimes, c'est-à-dire de mener des auditions et une partie de l'enquête pour le compte d'autres services, mais la mesure administrative ne sera pas prise par le préfet. Donc, il y a deux questions essentielles à se poser. C'est est-ce un éducateur sportif par rapport à ce qui a été dit avant? C'est-à-dire que si c'est un éducateur sportif, on a vraiment l'arsenal du code du sport qui permet d'aller jusqu'aux mesures administratives et les poursuites judiciaires. Ce n'est pas forcément le cas, hein. Vous pouvez avoir dans le sport des personnes qui sont chargées de la préparation mentale, plus récemment, sans le citer, mais un psychomotricien, qui ne relève pas à proprement parler des éducateurs sportifs. Et donc la seconde question pour le niveau de compétence à se poser, c'est son lieu d'exercice. S'il est sur le département ou si son lieu et ses lieux d'exercice. Donc, lorsque ça concerne qu'un département, les choses sont plus simples et on peut aller jusqu'à la mesure administrative. Lorsque ça concerne différents départements, il est essentiel de travailler en réseau avec les collègues, en réseau avec les fédérations sportives, évidemment, et puis en réseau avec les autres services de l'État aussi. L'idée, évidemment, c'est avant tout de partager, d'assurer un suivi, une continuité dans l'enquête et la procédure, mais c'est aussi faire en sorte que la personne, qu'elle ne change pas de département pour pouvoir, entre guillemets, travailler et potentiellement sévir ailleurs. Ça, c'est essentiel. On a eu un cas assez récemment où ce travail en réseau a permis de savoir, puisque la personne a quitté le département, qui postulait à un autre poste dans un autre département. Donc, ce travail en réseau est essentiel. Par rapport au début de l'enquête, lorsqu'on reçoit un signalement qui est généralement plutôt par écrit, la première des choses, c'est l'écoute de la victime n'est pas systématique. Il faut quand même étudier la plainte, savoir quels sont les faits, est-ce qu'il y a des faits suffisamment, entre guillemets, important, hein, parce qu'on reçoit des choses qui remontent de dénonciations de la part assez récemment d'une maman qui se plaint que sa fille n'a pas réussi le haut niveau, et puis finalement on se rend compte qu'il n'y a pas il n'y a pas eu, entre guillemets, tant de violence au sens où ça a été défini auparavant. Donc il faut vraiment se poser la question des faits, de la dénonciation. À minima, ça fera l'objet éventuellement d'une sensibilisation auprès de l'association, locale ou départementale. Et puis, évidemment, lorsque les faits sont quand même plus ou moins avérés, eh bien, on passera à l'écoute de la victime. Pourquoi on prend ces précautions sans que ce soit un refus? C'est qu'on a véritablement un devoir de neutralité. On représente l'État, on ne fait pas d'enquête à charge, c'est essentiel, avec les conséquences que ça peut avoir. Évidemment, il y a l'écoute de la victime, pour autant, on a véritablement ce devoir de neutralité. Et pour avoir ce devoir de neutralité et prendre un peu de hauteur et de distance, notamment par rapport à ce qu'il y a d'affectif dans ce genre d'enquête, c'est vraiment essentiel. Autant que possible, c'est plus que du confort, c'est même une nécessité, c'est autant que possible d'être à deux et autant que possible un homme et une femme. Dans les faits, dans ces signalements concernent davantage des femmes que des hommes et une femme va peut-être plus facilement se parler auprès d'une autre femme. Donc, c'est comme ça qu'on procède, c'est par doublette avec systématiquement un homme et une femme pour avoir une meilleure écoute de la personne. Et puis, une fois qu'on est parti de ces faits, l'audition de la victime et si besoin des témoins,
Ça permet d'étayer un dossier, d'avoir des éléments factuels, objectifs et puis tangibles. Et bien là, on passera à l'audition de la victime pour aller jusqu'à la clôture de l'enquête. Voilà, on est vraiment sur toute cette démarche dans ce qui relève de l'administratif. Et pour finir, je dirais qu'on est aussi en dehors de cette notion purement administrative et de cette démarche purement administrative. On travaille aussi en relation sur les enquêtes judiciaires par réquisition ou non, en assistant les services de gendarmerie ou de police. Voilà, je pense que j'ai à peu près, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les enquêtes administratives qui, je pense, va aider pas mal de personnes sur cette thématique. Enfin, la troisième question que je souhaiterais vous poser, c'est quelles sont les suites, quelles peuvent être les conséquences d'une enquête administrative, que ce soit pour la victime, si les faits sont avérés, mais aussi pour le mis en cause, que les faits soient avérés ou non, quelles vont être les conséquences de cette enquête? Alors, les suites de l'enquête administrative pour la personne qui est mise en cause, évidemment, elles s'inscrivent dans le droit commun de la mesure administrative prévue par le Code du sport. Donc, la première possibilité, c'est d'interdire d'exercer un éducateur sportif. Donc, cette procédure, elle est activable dès lors que la personne constitue un danger pour la sécurité physique et morale des pratiquants sportifs. C'est une mesure qui est prise après avis du CDJSVA pour ce qui concerne l'interdiction d'exercer, avec la possibilité de mettre en place en urgence, donc sans CDJSVA, sans avis de cette commission, une mesure d'urgence qui s'appelle donc une suspension d'exercer. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que les personnes qui sont mises en cause ont accès à l'information et accès à leur dossier dans le cadre des procédures administratives. Faites très attention à ça. Puisque vous avez vu qu'en quelque sorte on condamne et on sanctionne, même si ce n'est pas les termes adaptés, quelqu'un qui est suspecté, pour lequel il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu forcément de jugement, et on va restreindre d'une certaine manière ses libertés, on va en tout cas l'empêcher de faire une partie des activités qu'il avait précédemment. Donc, c'est quelque chose qui est en termes de liberté individuelle, qui est quand même important et qui nécessite a priori, on va dire, certains droits pour la personne et puis certaines possibilités de recours pour la personne qui est mise en cause. Donc, il faut savoir que pendant toute la procédure, la personne, dans le cas des principes du contradictoire, a accès donc, à ce que l'on sait d'elle. C'est-à-dire que l'auteur du signalement on ne peut pas laisser entendre à l'auteur d'un signalement que les choses resteront confidentielles. Donc, dès lors que nous activons la mesure administrative et surtout dès lors qu'elle est prise, quand on prend un arrêté, on va viser un certain nombre de pièces. Toutes ces pièces sont accessibles par le mis en cause. Donc, la première suite, c'est l'interdiction d'exercer. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une certaine procédure avec du contradictoire, avec un avis donné par le CDJSVA et une décision qui incombe au préfet par la suite, qui peut aller jusqu'à une interdiction qui est définitive, qui peut cibler un public particulier, c'est-à-dire qu'on peut interdire le fait d'encadrer certains publics ou une certaine partie d'activité. Je précise que ce n'est pas ne plus encadrer la moitié de la population, à savoir les hommes ou les femmes, mais c'est bien éventuellement interdire l'encadrement de mineurs, par exemple, ça peut arriver. Il y a la mesure de suspension donc, qui est prise pour une durée inférieure à 6 mois, qui est une mesure qui est prise sans avis de la personne et sans contradictoire, et donc qui est très surveillée par les tribunaux administratifs, donc il faut la prendre avec des éléments assez solides dans le décret. C'est une mesure qui est quand même assez puissante, quand même. Voilà, 6 mois, vous recevez un courrier, un arrêté vous disant que vous êtes interdit d'exercer pendant 6 mois. Vous figurez sur
sur un listing qui ne vous permet pas de circuler pour effectuer les mêmes fonctions ailleurs. Donc, c'est plutôt puissant comme mesure et donc c'est susceptible de recours. Pour la victime, elle est informée alors de manière pas forcément totale du contenu de l'enquête administrative, mais en tout cas, elle est informée des suites qui seront données. C'est-à-dire que l'enquête est en cours, la personne est au courant que l'enquête est en cours. Et s'il y a une mesure qui est prise, la personne est informée de la mesure qui a été prise à l'encontre de la personne qui a été mise en cause dans le signalement. Voilà ce qui est fait vis-à-vis des victimes supposées. Je vois qu'il y a une question de sanction administrative non suivie de peine judiciaire. Oui, ça peut arriver. Parce que tout simplement, le Code du sport a une définition plus large, c'est-à-dire qu'un éducateur sportif peut être un danger pour la sécurité physique et morale des pratiquants sans que le danger qu'il constitue ne soit, on va dire, qualifiable pénalement. C'est-à-dire que ça n'est pas, on peut avoir un comportement inadapté, être sanctionné d'un point de vue administratif, sans que le comportement inadapté ne soit une violence sexuelle. Et donc, il est possible pour l'administration de suspendre quelqu'un ou d'interdire quelqu'un pour des choses qui ne sont pas qualifiées pénalement. C'est plutôt rare et on ne vous cache pas que comme il y a une information obligatoire maintenant des parquets vers l'administration et dans l'autre sens depuis très longtemps de l'administration vers les parquets, une mesure administrative qui serait fondée sur des faits qui sont qualifiés pénalement ou qualifiables pénalement et qui, lors du jugement, ne permettraient pas la condamnation, la procédure administrative a des chances de tomber si la personne la mettait en cause par la suite. Il se trouve que ce n'est pas très grave. C'est pas très grave parce que, comme l'a dit Romain, la mesure administrative, elle est là pour prévenir. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances sur une situation, il peut être opportun de suspendre une personne qui constitue a priori, en l'état actuel de nos connaissances, un danger pour la sécurité physique ou morale de pratiquants, notamment de mineurs. Donc, ce n'est pas très grave. La mesure administrative aura joué son rôle. La mesure judiciaire n'aura pas sanctionné. Mais il ne faut pas voir ça non plus comme un échec cuisant. Parce que si les deux étaient absolument reliés, il n'y aurait pas de mesure administrative et on attendrait que la condamnation sur le plan judiciaire ait lieu et les parquets ou les juges prendraient des mesures conservatoires eux-mêmes sans que ces mesures conservatoires soient aussi bien partagées que via le logiciel EAPS ou via le logiciel accueil collectif de mineurs et qui nous permettent d'avoir une certaine garantie qu'il n'y a pas de possibilité de faire une sorte de tourisme de l'animateur d'ACM qui va se balader dans toute la France et puis se retrouver mis en cause dans un département et puis aller ailleurs. Comme il y a un partage parfait de l'information sur le plan des ACM et qu'il y a un partage quasiment parfait de l'information sur le plan des listings, des déclarations d'éducateurs sportifs, les choses sont plutôt enfin, il ne faut pas se dire que parce que le judiciaire n'a pas confirmé, la mesure administrative n'était pas opportune. Ce qui va nous faire gagner on va dire en efficacité, ce sera la question de la déclaration donc des bénévoles et le partage d'informations qui sera rendu possible par la déclaration des bénévoles. Et comme le dit Nathalie, il ne s'agit pas d'une sanction administrative, mais d'une mesure de police administrative. Il y a quelques services de l'État qui peuvent prononcer des sanctions administratives, mais il ne s'agit pas de sanctions. Juste une dernière petite chose aussi, je précise que le non-respect d'une mesure administrative est passible de poursuites judiciaires. Et ça, stratégiquement, au-delà de la prévention, c'est une chose qui est assez importante. Oui, c'est quelque chose qui est très important. Puisque c'est une stratégie qu'on a en Haute-Savoie. Quand on a un signalement par le parquet, de prendre une mesure parce que le non-respect de la mesure administrative donc, est passible de sanction et surtout c'est quelque chose qui est très binaire. On n'a pas à redémontrer les faits. On a à démontrer le non-respect de la mesure administrative. Donc si vous êtes suspendu d'exercer pour exercer une fonction d'éducateur sportif, donc bénévole ou rémunéré, si vous le faites quand même,
on n'aura pas à aller chercher si des faits démontreraient, à faire une enquête très complexe. C'est binaire, la personne n'avait pas le droit d'exercer pendant 6 mois, elle a exercé quand même, elle est condamnable pour ça. Donc c'est quelque chose d'important à suivre. Comment démontre-t-on que la personne ne respecte pas les sanctions? Il nous est arrivé de voir tout simplement que des personnes qui étaient… alors, on n'a pas de tourisme entre les départements, mais on a du passage du secteur accueil de mineurs au secteur sport. Ça arrive assez souvent. Et donc, de voir figurer des gens qu'on a interdits en sport sur le listing jeunesse, là, le simple fait de s'être présenté avec un CV dans un accueil de mineurs alors qu'on est suspendu en sport, là, on a déjà une démonstration qui est assez aisée. Après, on le fait en police administrative, en sport, en encadrement contre rémunération non qualifiée, on le fait aussi pas mal. Mais c'est vrai que c'est assez facile en général de démontrer que la personne ne respecte pas les sanctions. Après, les gens communiquent beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux aussi, donc c'est quelque chose d'assez efficace pour démontrer des petites photos ou une petite information sur le fait qu'on organise un stage à tel endroit, à telle heure. Ça nous permet d'avoir des infos et de démontrer que la personne existe quand même. Concernant l'information des fédérations là, sur les sanctions disciplinaires, alors je ne sais pas si vous êtes obligé d'informer de la sanction disciplinaire, mais en tout cas, vous êtes obligé d'informer des faits qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire, puisque il y a un principe de signalement des événements graves dans les établissements d'activité physique et sportive. Donc, je m'en sors comme ça pour vous dire que c'est obligatoire. Et après, on va dire que c'est de la bonne administration que de nous informer de la sanction disciplinaire. Ok, on va peut-être s'arrêter là. Effectivement, ça s'active sur le chat et vous avez presque fait mon job en répondant quasiment une à une aux questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé en tout cas et d'avoir répondu aux questions. Merci également à Romane pour l'interview. On va passer maintenant aux actions. Donc là, on était sur les services départementaux. Maintenant, aux actions de la DRAGES dans tout ce qui est donc, prévention et lutte contre les violences sexuelles. Donc, je redonne la parole à ma collègue Isabelle en essayant de partager le document. Ça, c'est fait. Tac. Voilà. Donc, les actions de la DRAGES, en fait, elles se situent sur 2 axes. On est à la fois sur l'aspect de la procédure, donc en lien avec Signal Sport, bien sûr, et le ministère, et les services départementaux, et puis un autre aspect qui est sur la prévention. Donc, il faut voir ça en 2 blocs distincts. Donc, sur l'aspect procédure, suite à la mise en place donc de la première convention de lutte contre les violences sexuelles dans le sport, le ministère nous a demandé d'identifier des référents dans chaque service départemental et puis d'identifier leur niveau de compétence, quelles attributions ils avaient par rapport à cette problématique, afin de définir peut-être leurs besoins, leurs attentes en termes de formation professionnelle. Et c'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Et puis les difficultés qu'ils rencontrent, qui peuvent être à la fois, ce qu'on a identifié, c'est effectivement des soucis parfois dans les relations avec le parquet, avec le procureur de la République. Ça peut être plus ou moins facile selon les services et selon les départements. Ça peut être aussi dans la conduite d'une audition d'enquête. Tout le monde n'est pas rodé, c'est un travail particulier. Et puis aussi dans le protocole de liaison entre les différents services. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de construire une procédure qui nous soit spécifique sur la région, mais qui intègre aussi des conditions, des procédures à la fois pénales, juridiques, administratives et disciplinaires.
Donc ça, c'était le premier aspect. Donc c'est un côté coordination du réseau. Donc tu reviens en arrière, Timothée. Voilà, on reste sur cette diapo. L'autre aspect, c'est d'être un appui pour les services départementaux et puis pour nos cadres techniques d'État, hein, les CTS qui sont mis à disposition des fédérations, mais qui sont des agents d'État, donc soumis à la législation et en termes d'article 40 notamment. Donc nous, on est aussi là pour les appuyer, les conseiller, les aider dans la rédaction de leur propre signalement. Voilà. Et pour ça, on a prévu des formations. Alors, on arrive sur le champ de la prévention. On a deux types de formations. La première, donc, s'adresse aux services départementaux. On a lancé une formation le 21 janvier dernier. En lien avec le ministère qui intervenait, et puis une psychologue, Émilie Chaman, qui est déjà bien connue dans notre région. Donc tout ça pour les amener à une meilleure connaissance de la procédure et puis adopter une attitude de libération de la parole dans le cadre des auditions, parce que c'est une posture qui est assez compliquée et on n'en sort pas forcément indemne, même quand on est un agent rodé à ce type d'exercice. Donc on a fait ce premier temps de formation, tous les services départementaux étaient présents. Et on a programmé en direction des CTS cette formation avec le soutien de mes collègues coordinateurs, Bruno Boyer et Luc Montigon. On a programmé donc cette formation qui devrait démarrer, alors peut-être qu'il y aura encore un décalage au niveau des dates, hein, en raison des conditions sanitaires, puisqu'on souhaite que ces formations s'effectuent en présentiel. Donc on aura cette formation entre mai et juin avec le partenariat de Colosse au pied d'argile. Voilà pour les temps de formation. Et puis il faut savoir qu'on intervient d'une manière depuis plus longtemps sur les violences et donc les violences sexuelles s'inscrivent dedans et puis sur le cyberharcèlement dans le cadre d'une formation qu'on a intitulée les risques liés aux réseaux sociaux auprès des coordonnateurs de pôle. Donc voilà sur les aspects formation d'une façon un peu plus générale. Sur les actions de coordination, alors ça fait partie de la formation qui sera présentée au CTS. Ça nous a amené à concevoir une formation à distance qui sera en ligne. Et donc peut-être que certains modules pourraient être mis à disposition du mouvement sportif, puisque on définit dans un premier temps que sont les violences sexuelles. On définit les actions, on précise les actions du ministère chargé des sports face à cette problématique, l'encadrement juridique, la procédure pénale, la rédaction d'un article 40, les procédures administratives et puis le schéma des différentes procédures donc qui s'articulent entre eux. Voilà, donc ça, ce sont les différents modules de la formation qui seront présentés et qui seront mis à disposition de tous nos cadres techniques. Et puisque cette formation est prévue en 2 temps, avec donc ce premier temps en ligne et puis un second temps en présentiel avec l'intervention de Colosse au pied d'argile. Voilà. Et puis ensuite, la direction régionale coordonne également toutes les actions de sensibilisation sur l'ensemble du territoire qui sont proposées par les services départementaux et que nous soutenons financièrement également et avec le partenariat de Colosse au pied d'argile qui va, je crois, enchaîner et présenter ces actions. Merci Isabelle. Effectivement, la transition est toute faite. Donc, les services de l'État agissent, certes, mais le secteur associatif également. Donc, nous avons choisi de donner un temps de parole à un acteur important sur le territoire régional
Donc, monsieur Anthony Savoie, qui est référent Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Colosse au pied d'argile et à qui je donne la parole. Merci Isabelle, merci Timothée. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente rapidement. Donc je m'appelle Anthony Savoie, je suis référent régional de l'association Colosse au pied d'argile sur la région du coup Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er octobre 2020. Donc vous voyez, ça fait environ 6 mois. Avant cela, l'association n'était pas réellement implantée sur le territoire, même si certains de mes collègues pouvaient éventuellement intervenir. Avant ça, j'étais gendarme pendant 17 ans et voilà, une réorientation professionnelle m'amène à Colosse avec ce projet de lutter contre ce combat, intervenir sur la prévention et la sensibilisation des risques de la pédocriminalité. Je suis issu de la filière sportive, moi rugby. J'ai entraîné les équipes de France militaires masculins et féminins. Et aujourd'hui, voilà, je m'investis à 200% dans ce combat avec la collaboration notamment de la Drages, mais aussi des services départementaux. Donc, Timothée, si tu veux bien lancer la petite vidéo juste de présentation de Sébastien et je reviens vers vous juste après. Merci. C'est parti. Alors, moi j'ai été violé de l'âge de 12 à 16 ans en milieu familial. Petit souci, Timothée, il me semble qu'on n'a pas le son. Excusez-moi, petit souci de son, on a perdu 13 secondes, je la remets. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend, mais la vidéo, vas-y. Parfait. Alors, moi j'ai été violé de l'âge de 12 à 16 ans en milieu familial. Je jouais dans une banda. Dans le sud-ouest, il y a beaucoup de bandas, de la musique. C'était donc le mari de ma cousine. Mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, avant de me ramener, il me violait. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Oui. Et vous n'avez pas essayé d'en parler à quelqu'un? Alors, non. Parce que tout simplement, tu es piégé dans sa toile d'araignée. Tout simplement qu'il a tissé tout autour de toi. Et lui, il disait à l'époque, si tu le dis, eh bien, je dis que tu es un PD, un homosexuel. Il y a 20 ans de ça, l'homosexualité et le rugby, c'était pas du tout compatible. Heureusement, les mœurs ont changé. Donc, il verrouillait la parole comme ça. Mon agresseur, il faisait partie de ma vie à un moment parce que j'en avais besoin. Enfin, il était arrivé au bon moment. Et au sein du club, il s'occupait de quoi donc il était un peu dirigeant, un peu entraîneur. Vu que son fils c'était mon meilleur ami. Et du coup, il s'occupait de l'équipe comme si c'était. Ouais, là, on va tout faire du club. C'est ça. Ouais, comme souvent. Toi, c'est des viols que tu as subis ou des agressions sexuelles? Les deux. Les deux. Et moi, j'ai envie de passer à autre chose. T'es hyper courageux, vraiment. Et tu vois, t'en parles librement. En plus, c'est pas donné à toutes les victimes de pouvoir parler. Tu vois, je te pose la question pour voir si t'allais me répondre. Si c'était des agressions sexuelles ou des viols. Bon, c'est les deux, donc t'as subi la même chose que moi. Et moi, à ton âge, j'avais pas le courage de parler. Donc rien que pour ça, bravo. Maintenant, il faut réussir à avancer avec ça. Alors, je finis toutes mes interventions avec cette phrase, c'est que beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants. La nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour. Voilà pour la vidéo de présentation de Sébastien. Timothée, du coup, va remettre le slide, les PowerPoint. L'histoire de Sébastien, voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a été violé par le mari de sa cousine entre 12 et 16 ans, qui a gardé le silence pendant 18 ans et qui, du coup, à l'issue de l'incarcération de l'auteur des faits, a décidé de créer l'association Colosse au pied d'argile,
pour intervenir au départ sur le département, le comité Côte-Basque-Land de rugby uniquement, le mercredi après-midi auprès des jeunes. Et puis le phénomène a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, on est 15 salariés à temps complet de l'association, un service psychologique, un service juridique et des intervenants. On essaie de couvrir un maximum de territoires. Encore des ouvertures d'antennes sont prévues cette année et un développement encore sur les 2 ou 3 prochaines années qui paraît, comme on le dit, qui se rapproche avec notre association colossale. Nos missions sont réellement la prévention et la sensibilisation au risque de pédocriminalité, ainsi que la formation des encadrants, professionnels et bénévoles, mais aussi, et ça on y tient beaucoup, c'est à l'accompagnement des victimes et de leurs familles. Quand on intervient, vous verrez par la suite les chiffres, mais moi, sur une 50aine de sensibilisations depuis que j'interviens, c'est quasi systématique que j'ai des témoignages, alors peut-être sur des faits qui se sont passés par le passé ou des faits qui sont en train de se passer. Donc en effet, on va adopter ce dont on parlait tout à l'heure, hein, la procédure de signalement, mais aussi arriver à accompagner les victimes dans leur troisième combat, le fait d'avoir subi, le fait d'en parler et toute cette démarche d'accompagnement pour ces procédures judiciaires, procédures qui peuvent prendre du temps. Hein. Dans l'affaire de Sébastien, ça avait duré par exemple 4 ans. Donc c'est sûr qu'il faut un accompagnement ainsi que pour les victimes collatérales des faits comme des parents, comme des entraîneurs, des éducateurs. Le public, c'est vraiment principalement les mineurs de 8 à 18 ans, mais de plus en plus les dirigeants, les encadrants, notamment sur les postures à adopter et sur les façons de se comporter en cas de recueil de la parole. Mais on intervient aussi auprès des familles, le champ sportif, bien entendu, de plus en plus dans le scolaire, dans l'animation, la jeunesse, auprès des collectivités territoriales, services de l'État et parfois pour des réunions publiques. On travaille beaucoup en maillage, en collaboration avec les unités de gendarmerie et de police nationale. Le but étant d'orienter le mieux possible les victimes. On s'aperçoit que parfois, ça peut arriver, et je suis bien placé pour savoir puisque j'en viens, que certains accueils sont limites, certains accueils de victimes sont limites. Donc l'idée, c'est vraiment d'orienter le plus rapidement possible vers des services adaptés. En même temps que moi, dans l'association est entrée Violaine Chabardès, qui par exemple était la commandante de la brigade de la protection de la délinquance juvénile à Lyon, qui elle gérait du coup plus de 400 auditions de mineurs victimes à l'année. Et c'est le but, c'est ça, c'est vraiment d'arriver à orienter les victimes vers des professionnels qui sont capables de recevoir notamment leur premier témoignage. Bien entendu, les services de l'État avec la DRAGES, les différents SDJES maintenant, les ex-services départementaux jeunesse et sport, mais beaucoup aussi auprès des ministères. Aujourd'hui, on est reconnu d'utilité publique. Sébastien Boye, du coup, le fondateur de l'association, intervient de plus en plus, notamment sur les différentes commissions de parole qui sont mises en place au plus haut niveau ministériel. Et enfin, on essaie de créer un réseau de psychologues victimologues. Alors, ça, c'est les psychologues de l'association qui gèrent ça, hein, pour intervenir vraiment partout sur le territoire et de manière à pouvoir orienter du mieux possible les victimes. Plusieurs fédérations engagées à nos côtés, aujourd'hui une quarantaine, mais si vous suivez notre association sur les différents réseaux sociaux, vous verrez que il n'y a pas une semaine où de nouvelles fédérations adhèrent, s'engagent à nos côtés. Le but étant de vraiment qu'on parle tous le même langage et qu'on arrive nous à sensibiliser et former du mieux possible à cette problématique. Voilà, on a plusieurs formats proposés, notamment les sensibilisations qui durent 2 heures, 1h30 sur les plus jeunes publics à partir de 8 ans, où on aborde la présentation de l'association avec l'histoire de Sébastien, les violences sexuelles, le bizutage, les réseaux sociaux, comment et à qui en parler. On va vraiment aborder le fait que
notamment au niveau des plus jeunes, hein, que leur corps leur appartient, que personne n'a le droit de les toucher, que s'il y a des situations qui leur créent des malaises, ben, il faut en parler, qu'un secret malaisant, un secret difficile doit sortir. Voilà, donc on essaie de se servir de quelques leviers, de quelques leviers identifiés de manière à tenter un maximum de libérer la parole des victimes. On intervient et ça en y tient vraiment au plus près des jeunes, bien entendu, mais aussi des formateurs et des encadrants pour justement aborder les différentes postures, pour éviter les fausses allégations dont on parlait tout à l'heure. Je sais plus, il y a quelqu'un qui avait posé la question. Éviter ces fameuses fausses allégations. Comment éviter ces fausses allégations? En évitant les situations qui peuvent être dangereuses ou en tout cas qui peuvent prêter justement à discussion. On aborde voilà, toute cette thématique-là. Donc la sensibilisation autant auprès des plus jeunes que des encadrants. Et enfin, des formations qui là, durent 6 heures. Alors, nous aussi, on préfère le faire en présentiel, mais maintenant, avec tout ce qui se passe et la crise actuelle, on a dû l'adapter sur de la visio. On en fait au minimum 2 à 3 par semaine et les retours sont très bons, même si ça dure plusieurs parce qu'on a essayé de mettre un peu d'interaction, des sondages, des travails par équipe, des travails en équipe sur certains sujets. Et là, les thèmes abordés sont déjà essayer de connaître un maximum la loi, en différenciant les infractions sexuelles dont parlait Timothée tout à l'heure, apprendre à se prémunir des situations à risque, par exemple, éviter réellement de s'isoler avec un enfant. Tout ça, bien entendu, qu'on essaie d'agrémenter d'exemples que l'on peut accompagner. Comment est-ce comprendre ce qu'est un agresseur et comment il agit, même si encore une fois c'est pas du 100%, c'est pas marqué sur les fronts, ça serait trop facile. On s'aperçoit que le prédateur agit dans toutes les classes sociales, avance masqué, et que dans 9 cas sur 10 c'est un proche de la victime. Identifier une victime parce qu'il y a quelques signaux d'alerte qui peuvent être identifiables, même si encore une fois, ce n'est pas du 100%, même si encore une fois, le risque zéro n'existe pas. On aborde ça avec réellement un échange du public avec lequel on traite, de manière à ce que ce soit le plus interactif possible et se servir des témoignages et de l'expérience de chacun. Il n'y a que ça qui nous fait avancer. Nous, c'est vraiment être au plus près du terrain pour essayer de faire remonter tout ça au plus haut niveau. Et voilà, prendre connaissance des obligations légales, hein, comme le disait tout à l'heure Fabien, je crois, c'était vraiment prendre connaissance des obligations légales, l'obligation de signalement. Aujourd'hui, certaines personnes n'osent pas faire le signalement parce qu'ils ont peur de mal faire, certainement. Nous, voilà, c'est surtout leur dire qu'on est là pour les aider, les accompagner à justement à établir ces signalements s'il y a besoin, les orienter vers les services qui sont là pour recevoir ces signalements et leur dire et leur rabâcher qu'on ne leur reprochera jamais d'avoir fait, même si au final il s'avère que c'était pas grand chose ou que c'était rien même, mais vaut mieux par contre on leur reprochera de ne pas avoir fait s'ils avaient connaissance des faits. Donc voilà, savoir agir en cas de fait ou de doute. Mon travail depuis ma prise de fonction, outre le fait que j'essaie de développer un maximum, et vous savez que l'Aura, c'est quand même une grande région avec 12 départements. Je connais pas mal d'entre vous, notamment au niveau des services départementaux, mais pas tous. Fabien, par exemple, je découvre, mais du coup, on aura l'occasion de se contacter avec grand plaisir. Depuis ma prise de poste, j'ai fait 45 interventions juste sur la région Aura, auprès de 776 jeunes et 645 adultes. Et encore une fois, je le dis, je le répète, et ce n'est pas des chiffres qui sont tronqués, c'est vraiment le retour là du terrain. Quasi systématiquement, j'ai des témoignages ou de l'accompagnement de victimes à mettre en place. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe ailleurs, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut fermer les yeux, c'est vraiment le travail de tous d'aller dans ce sens et du coup
comme on dit, nous on le répète, hein, pour ceux qui, peut-être parmi vous, qui ont déjà vu nos sensibilisations ou nos formations, et on le répète peut-être une dizaine de fois en 2 heures, mais c'est ce mot, c'est arriver à en parler. Arriver à en parler, arriver à en parler. Et si vous en parlez, ne serait-ce qu'autour de vous, dans votre sphère familiale, amicale, vous vous rendrez compte que il y a de grandes chances que parmi vous, parmi vos proches, il y ait eu des victimes ou il y ait des victimes de ce genre de faits. Les chiffres qui ressortent avec tous les faits dont on entend aujourd'hui, notamment avec les MeToo, mais les chiffres sur l'inceste parlent d'eux-mêmes. On parle de 1 Français sur 10 qui est victime d'inceste. Nous, ce n'est pas le but de faire la chasse à la sorcière sur des faits forcément qui se passent dans le sport, même si aujourd'hui c'est la thématique, mais on peut se servir du sport pour se servir de levier de parole sur des faits qui se passent à la maison, qui se passent à l'école, qui se passent dans le système religieux, dans le milieu religieux. Voilà, il y a plein de choses, hein. Ce n'est pas que des faits qui se passent dans le sport. Voilà, différentes interventions auprès des clubs, des ligues, CREPS, collèges, lycées, comités départementaux et j'en passe. L'association, voilà, on s'engage du coup à intervenir au sein de votre structure, la mise en relation avec les services adaptés, l'accompagnement de la victime, contribuer à la visibilité de l'engagement à nos côtés. Comme je vous le dis, c'est vraiment parler tous le même langage. Si vous adhérez à Colos, on va le voir par la suite, mais on a élaboré une charte qui est tirée de faits réels, qui est adaptable, modulable à chaque structure. Bien entendu qu'il n'y a pas les mêmes problématiques certainement dans le rugby ou dans le foot, le hand avec la gestion des vestiaires qu'il va y avoir par exemple dans le canoë ou dans le ski. Enfin voilà, chaque discipline a ses problématiques propres au sport. Maintenant, notre charte permet en tout cas d'avoir un premier regard sur ce qui est préconisé. Et enfin, voilà, surtout, c'est ça, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions et demandes à tout moment. Vous nous appelez, vous m'appelez, et alors je ne peux pas répondre tout le temps parce qu'il y a pas mal de formations sensibilisation, mais j'essaie de vous rappeler au moins le jour suivant ou dans la semaine qui suit, le plus rapidement possible. Et si c'est urgent, je fais le nécessaire et pour vous réorienter notamment sur les structures adaptées. Nos supports de sensibilisation, par exemple, l'affiche qui doit être placée à hauteur des enfants dans tous les vestiaires et salles communes. L'exemple, hein, encore une fois, mais c'est des choses que l'on voit encore. Sous la douche, aucun adulte ne t'accompagne, c'est ta douche et pas la sienne. C'est des petites thématiques comme ça qu'on va aborder avec les plus jeunes pour leur dire que s'il se passe ça, c'est pas normal. Voilà. Aujourd'hui, à notre époque, c'est pas normal. Je vous le dis, et je le dis à chaque fois, à chaque sensibilisation, je suis issu de cette filière du rugby où j'ai joué au rugby pendant 30 ans et depuis toujours, mes entraîneurs se douchaient avec moi. Et pour autant, je n'ai jamais été victime de rien. On ne va pas faire des généralités, faire cette fameuse chasse à la sorcière. Maintenant, c'est des comportements qu'il faut arriver à sortir de notre sport. On a créé aussi le guide des colosses, c'est un petit fascicule d'une trentaine de pages qui cible les enfants entre 5 et 15 ans, qui permet d'évaluer la vulnérabilité et la capacité à se protéger de l'enfant. Je vous donne un exemple très rapide, je l'ai fait avec mon garçon, mon grand qui a 8 ans. Il y a un exemple un adulte tu es à l'entraînement, un adulte que tu ne connais pas vient te dire qu'il a perdu son chien derrière le bosquet, et, il te demande de l'aide. Petit 1, est-ce que tu y vas? Petit 2, tu refuses. Petit 3, tu refuses et tu vas tout de suite le dire à ton entraîneur. Moi, clairement, mon petit de 8 ans m'a dit bah oui, papa, je vais l'aider, le pauvre, il a perdu son chien, même si c'est un inconnu. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de ramener ça en famille pour qu'il y ait cet échange qui se crée sur la thématique. On a aussi créé le guide des encadrants qui s'adresse à tous les encadrants du domaine de l'enfance, les animateurs, éducateurs, etc. Où là, il y a 11 commandements, le protocole d'intervention, à qui signaler et comment signaler, parce que ça, on parle du signalement. Alors pour nous, pour le personnel professionnel, ça nous paraît être quelque chose de simple, mais quand vous parlez de signalement, là aujourd'hui, vous voyez, je suis à Voiron, on me prête un bureau parce que j'étais en sensibilisation ce matin sur notamment des futurs cadres
voilà, dans le sport, eux, quand on leur parle de signalement, ça leur fait peur. Tout de suite, le mot fait peur. Donc, on essaie de leur faciliter ce travail-là. Et enfin, d'un petit rappel à la loi et aux lois et les coordonnées de l'association. On a une association, je vais faire la pub rapidement, mais c'est surtout de vous dire que voilà, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr adhérer à l'asso en tant que particulier, en tant qu'entraîneur, en tant qu'entrepreneur par exemple, mais nous suivre sur les réseaux sociaux parce que plus vous nous suivez, si vous adhérez bien sûr au projet et au travail qu'on fournit, c'est relayer les informations pour qu'on puisse intervenir le plus possible. Plus on intervient, plus on sensibilise. Plus on sensibilise, plus on libère la parole. Et plus on libère la parole, plus on rend notre sport propre. Voilà. Je crois que j'en ai terminé, Timothée. Je pense que j'ai respecté à peu près, bon, même si je peux être bavard. Hein, mais... Tu as été parfait, Anthony. Merci. Alors, on a pris un peu de retard, mais ce n'est pas de ta faute, hein. Il y avait déjà un peu de retard. Est-ce qu'on essaye, je me tourne peut-être vers le chat, Roman ou Isabelle, est-ce que vous avez vu une question? On en prend une et une seule s'il y en a une qui peut remonter. Sinon, je poursuis rapidement. Alors, Timothée, la seule question que je vois, enfin 2 questions, est-ce que le guide des colosses est téléchargeable et quelle est donc la démarche pour faire intervenir l'association Colosse au pied d'argile? Anthony, je te laisse. Ouais, alors la démarche, mais ce que je vais faire, c'est que dans le chat, si tu m'autorises, Timothée, je vais mettre mon numéro de téléphone portable et l'adresse mail Aura. Pour faire intervenir, vous me contactez et puis on voit ça ensemble. Concernant le guide téléchargeable, alors non, il n'est pas téléchargeable. Par contre, on peut vous l'envoyer sous format papier. Encore une fois, vous me faites les demandes. Je vais mettre tous mes coordonnées sur le chat et puis vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou même en passant par la Dragesse, on arrivera à vous réorienter vers moi, n'est-ce pas Isabelle? Mais avec grand plaisir, je vous mets tous mes coordonnées sur le chat. Parfait. Merci Anthony. Je le répète, hein, les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on diffusera une sorte de foire aux questions où on répondra à toutes les questions dans un document qui vous parviendra par la suite. Je sais que vous êtes nombreux. Il y a les CREPS qui sont représentés, des IPR et des conseillers pédagogiques départementaux EPS aussi au niveau de l'éducation nationale. J'ai vu passer aussi des ligues régionales, nos collègues CTS. Donc, voilà, pas de panique. Si vous avez des questions, on vous enverra ce document. J'accélère du coup un petit peu pour entamer la dernière partie de ce webinaire, vraiment à destination du coup des acteurs du mouvement sportif, hein, pour rappeler des comportements qui peuvent paraître logiques, mais qui nous semblaient importants de rediffuser. Le premier, accueillir tout le monde, bien sûr, sans discrimination, quelle que soit sa situation, son orientation sexuelle, que la personne soit homosexuelle, transgenre, qu'elle soit un garçon, mais qu'elle se vive fille, etc. Il y a des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Le fait de refuser une personne avec des moqueries, des menaces, voilà, c'est déjà, c'est même pas un début, c'est déjà des violences et pas des moindres. Ensuite, il existe bien sûr des lieux, des situations sensibles qu'il convient de gérer avec le maximum de vigilance. On parle des douches, Anthony l'a abordé, donc l'intimité doit être respectée, pas de porte entrouverte, de vitres semi-teintées, de rideaux déchirables ou facilement tirables, pas d'adultes bien sûr pendant les douches des mineurs, et puis bien sûr respect de la séparation filles-garçons. On y pense peut-être un peu moins, mais le troisième comportement sur les déplacements, où la présence de plusieurs adultes avec les mineurs de sexe différents, si possible, peut être conseillée, en évitant, par exemple, enfin en tout cas bien sûr la proximité adulte-enfant sur la banquette arrière d'un véhicule. Voilà, c'est des réflexes logiques, mais qu'il est important de rappeler. L'hébergement, bien sûr, en appliquant strictement la règle des couchages séparés, adultes, jeunes, mais aussi filles-garçons. Le 5e conseil, c'est la limitation des contacts physiques adulte-enfant aux gestes nécessaires de la pratique sportive. Donc,
Là, la nature des gestes, elle doit être clairement cadrée, notamment dans des disciplines que je qualifierais de gymniques ou artistiques, avec la présence de parades, par exemple, derrière un sportif, ou l'accompagnement, on va dire, tactile d'enchaînement corporel ou chorégraphique. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument cadrer. Autre conseil sur les dérives liées à la diffusion de photos et de vidéos qui dépassent clairement le cadre sportif du club. Donc, limiter ces photos et vidéos aux seules activités sportives pour éviter, bien sûr, d'en voir des compromettantes, blessantes ou embarrassantes diffusées par la suite sur Internet. Et enfin, interdire le bizutage. Alors, ça tombe sous le sens. Le bizutage est interdit, je le rappelle. Mais il faut, encore faut-il mettre en application cette interdiction et ne tolérer aucune déviance sur le sujet, même jugé a priori bon enfant ou de franche rigolade. Il ne faut pas tolérer ce genre de pratique qui peut déraper en violence sexuelle de toutes sortes. Des signaux de détresse à repérer dans votre structure sportive ou en tant que proche, tout simplement, ou parent d'un jeune sportif. Donc, ces signaux peuvent vous alerter. Alors, ils sont de deux natures et paradoxalement de nature que je qualifierais presque de contraire. Certaines victimes vont avoir un comportement de repli sur elles-mêmes, avec une perte de confiance en elles, perte d'intérêt pour la pratique, perte d'appétit, évitement de l'entraîneur, des dirigeants, isolement, comportement autodestructeur, propos suicidaires, et puis des signes de régression concernant le sommeil, la concentration, les performances. Et puis, à l'inverse, d'autres victimes vont adopter un comportement presque excessif, voire exacerbé. Il faut savoir que souvent, dans le cadre de violences sexuelles, il y a une sorte de perte d'identité qui peut conduire soit à subir cette baisse d'estime de soi, ce sentiment de honte ou de solitude par un comportement de repli, soit au contraire, par réflexe exacerbé de vouloir exister à tout prix et parfois sans limite. Donc, on peut avoir ces deux types de comportements qu'il est important de pouvoir repérer. Le signalement maintenant, si vous êtes victime, bien sûr, mais aussi, et il faut le préciser pour les témoins, qui ont l'obligation de signaler. Signaler, ce n'est pas une délation, c'est ce qui va permettre aussi d'aider la victime. Et c'est une obligation, avec quelques obligations spécifiques incombant aux agents de la fonction publique. Mais en tout cas, pour tout citoyen, 3 voies de signalement qu'il nous paraissait important de projeter. Donc, soit le commissariat de police, la brigade de gendarmerie, soit les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et au sport, qui sont intervenus tout à l'heure. Soit, alors ça peut être plusieurs, mais il y a également Signal Sport, donc cette cellule spécifique avec cette boîte mail qui peut réceptionner tous les signalements. Quelques contacts pour finir. En cas d'urgence, donc le 17, les services de police, le 119 et le 30-20 pour les victimes mineures, enfants sans danger, non au harcèlement. Pour les victimes majeures, le 39-19, donc concernant les femmes, donc victimes de violences, et un site qui est pas mal fait, le site ministériel arrêtonslesviolences.gouv.fr. On n'oublie pas, bien sûr, les différentes associations telles que Colosse au pied d'argile, mais qui peuvent accompagner les victimes. Donc, la liste ne se veut pas forcément exhaustive là sur le schéma. Certaines d'entre elles ont des antennes sur notre région et elles sont vraiment indispensables pour pouvoir épauler, accompagner les victimes ou leurs proches. Et enfin, nombre d'informations qui sont dans le diaporama qui a été diffusé aujourd'hui sont disponibles sur le site du ministère, tout simplement, avec une boîte à outils où vous trouverez tous les documents, contacts disponibles pour prévenir et lutter contre ces violences sexuelles. Voilà, j'ai essayé de faire vite sur la fin de cette intervention. Avant de redonner la parole à Bruno Feutrier pour clôturer ce webinaire, est-ce qu'on a une ou deux questions? Non, pas de questions?
Non, pas de questions, si ce n'est des personnes qui seraient donc intéressées pour des interventions de l'association Colosse au pied d'argile. Et donc Anthony avait partagé ses coordonnées, mais je pense que ça n'a pas été partagé à tous les participants, donc je me suis permise de les redonner. Voilà, mais sinon pas d'autres questions a priori. Parfait, merci Roman. Donc Bruno, je vous redonne la parole. On a tenu à peu près le timing. Merci en tout cas de votre participation nombreuse. On est à plus de 110 participants, donc merci à vous. Oui, ben merci Timothée. Donc moi, ma conclusion sera rapide. C'est effectivement de remercier les intervenants hein, pour la qualité et la précision de leurs interventions. Les remercier aussi pour avoir été attentifs et vigilants au chat, ce qui leur a permis de pouvoir prendre en direct et de répondre à certaines questions, ce qui, comment dire, a été une réponse aussi peut-être à la frustration de certains des participants, puisque c'est vrai que ce format-là ne permettait pas de poser des questions oralement. Mais là, donc, les intervenants ont eu voilà, la réactivité pour pouvoir traiter en direct un certain nombre de questions. Donc, comme cela a été dit, on fera aussi une foire aux questions à l'issue de ce webinaire. Et puis, je voulais aussi remercier, bien sûr, les participants. Timothée l'a dit, vous étiez nombreux, vous êtes restés à une participation constante sur toute la durée. Et puis, surtout, il y avait une variété de participants très intéressante. Et quand on disait que c'est un sujet très important qui nécessitait la vigilance de tous, là, on avait des collègues de l'éducation nationale, des collègues des CREPS, des collègues des CTS, conseil technique sportif, avec qui on prolongera, on approfondira le sujet hein, selon le programme de formation qu'a présenté Isabelle, et puis aussi des représentants du mouvement sportif, club, ligue et le comité régional olympique et sportif, voilà, témoignant chacun de l'importance qu'ils accordent